Le coup de tocsin. Et le rendez-vous que vous attendez tous. Et on est bien mardi, il est là. Bonjour, bon tweet, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Bah, moi ça va, mais j'ai l'impression qu'il vous est arrivé des petites mésaventures la semaine dernière. Ah bon? Mais vous parlez de quoi? Bah, de votre enlèvement et de cette demande de rançon. Ah oui, oh là 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 là, m'en parlez pas, c'était terrible, mais heureusement tout s'est bien Et terminé. il s'est passé quoi exactement? Bah écoutez, je sais pas, j'ai été retenu en otage par deux hommes que j'aurais beaucoup de mal à décrire parce qu'il y en avait un d'eux qui avait un collant sur le visage et l'autre une cagoule, donc ils parlaient peu, mais leurs voix m'ont semblé familières. Mais j'ai pas réussi à les identifier formellement et donc je voudrais pas lancer de fausses accusations. En tout cas, ils faisaient souvent référence à un certain Guy qu'ils appelaient le Big Boss et qui, selon toute vraisemblance, en tout cas d'après ce que j'ai compris, semble être le cerveau de l'opération. Ah oui, mais quand même, mais vous avez porté plainte? Non, non, bah écoutez, ils m'ont relâché au bout de quelques heures en me disant mission accomplie, le Big Boss est content. Alors, je sais pas ce que ça voulait dire, mais ils avaient l'air heureux et moi j'étais soulagé. Et franchement, j'ai été plutôt bien traité. Donc on va en rester là. Vous savez, la justice est engorgée, donc c'est pas la peine d'en rajouter avec des procédures inutiles pour des petites broutilles. Voilà, plus de peur que de mal, et puis voilà. Et puis vous savez, moi ça me fera des histoires à raconter à mes petits-enfants qui ensuite diront à leurs camarades d'école que papy a été résistant sous le nom de Au Bon Tweet, pendant que ce que vraisemblablement on appellera plus tard la Grande Guerre de l'Intérieur entre 2017 et 2025. Et puis franchement, on a un peu échangé. Et figurez-vous que je pense avoir compris le principe du syndrome de Stockholm, mais je vous avoue que quand j'ai compris, j'ai fini par avoir beaucoup de sympathie pour mes geôliers et pour la cause qu'ils défendaient, qui m'a semblé plutôt noble, pour tout vous dire. Ah bon? Mais c'était quoi cette cause? Bah, écoutez, j'ai pas tout compris, mais il y était question de liberté d'information, de travailler au service de la vérité et du lien fondamental entre information, liberté et prospérité. Alors moi, vous me connaissez, en bon ceinture noire de complotisme subversif, je pouvais qu'être d'accord avec ce genre de programme. Du coup, comment en vouloir à mes ravisseurs, comprenez-vous, ma chère Clémence? Oui, oui, non, mais bien sûr, mais vous pensez que votre combat est similaire au combat de ceux qui travaillent pour la liberté de l'information? Ah bah oui, bien évidemment, il est complètement similaire, ou figurez-vous qu'il est même mieux, il est complémentaire. C'est-à-dire, vous pouvez développer? Oui, bien sûr. Vous êtes déjà allé dans les quartiers touristiques du sud de l'Europe, par exemple dans la Plaka d'Athènes, ou le Trastevere de Rome, ou le Beyoğlu d'Istanbul? Alors, Trastevere de Rome, oui, ça m'est arrivé. Voilà, bon, et ben le soir, quand vous vous promenez dans les ruelles de ces quartiers et que vous passez devant les restaurants, il y a toujours quelqu'un qui est en train d'essayer de vous racoler dans la rue Hmm, en vous montrant la carte du resto pour que vous rentriez à l'intérieur. exactement. Bon, bah, disons que moi, c'est un peu mon rôle chez les complotistes. Moi, je suis le mec, là, avec le menu à l'extérieur, qui fait rentrer les gens dans le restaurant. Sauf qu'à la différence de ces endroits-là, où la plupart du temps, on paye assez cher un menu dégueulasse, avec moi, les gens en ont pour leur argent. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'une fois que je les ai fait rentrer à l'intérieur du complotisme, je vais leur faire connaître plein de gens très intelligents et très pointus qui leur expliqueront en profondeur plein de choses que moi, j'aborde souvent de manière légère et superficielle. Donc on est bien d'accord que je n'ai pas le rôle le plus noble, mais ce n'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser la cause et de faire remonter des vérités. Donc voilà, j'accroche avec des mots percutants et ensuite je passe le relais à des gens plus calmes et plus posés qui apprendront à mes nouvelles recrues tout ce qu'il faut savoir. Voilà, je la joue collective si vous préférez. C'est un vrai travail d'équipe. Et ça donne quoi alors? Bah, par exemple, moi, je vais faire un tweet qui va dire: tiens, on peut faire tomber 3 tours gigantesques avec juste 2 avions. Ou bien, quand tu mets 80 caméras autour d'un bâtiment et que pas une d'entre elles n'a pu prendre en photo un avion qui vient de défoncer le bâtiment susmentionné, c'est que c'était pas un avion. Alors là, les gens ils vont dire ah bon? Mais par quelle sorcellerie cela est-il donc possible? Diantre, sacre bleu, fichtre, saperlipopette. Oui, bon, bah, ça va, on a compris. Voilà, non, pardon, vous avez raison, une fois de plus, je m'égare. Alors moi, je leur dis, tiens, tu vois le garçon au fond de la salle? Eh ben, va le voir de ma part. Il va t'expliquer qu'en fait, c'est pas 3 tours, mais 7 qui sont tombés, et qu'en plus, c'était pas des avions, et que c'était même pas des explosifs. Vous voyez, Clémence, des trucs dans le genre. Ah oui, je vois parfaitement. Vous êtes donc une espèce de rabatteur, quoi. Voilà, en quelque sorte, encore que c'est un mot assez péjoratif, mais par exemple, si on peut faire une métaphore avec le milieu du football, je dirais que je suis ce qu'on appelle un milieu récupérateur. Donc, moi, je suis pas un Mbappé, c'est pas moi qui marque les buts, moi, je serais plutôt N'Golo Kanté. Je sais pas si ça a beaucoup parlé à nos auditeurs, mais bon. Oui, c'est vrai, mais alors, ils connaissent tous Mbappé. Oui. Alors, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que ce n'est pas moi qui ferai la une de l'équipe, le journal L'équipe, mais sans moi et mon travail un peu ingrat dans l'ombre, Mbappé ne le fera pas non plus. Vous voulez dire que, en quelque sorte, vous êtes indispensable à l'éclosion du génie des autres joueurs complotistes? Alors, pas tout à fait, parce que je n'éclose rien du tout, ils s'éclosent eux-mêmes.
Et indispensable, je dirais pas jusque-là, mais je suis un des chemins qui permettent d'accéder au génie des autres complotistes, vu que c'est pas en écoutant BFM qu'ils en entendront parler. Et pour ceux qui n'y connaissent rien en foot, vous avez une autre métaphore peut-être? Ouais, je sais pas moi, tiens, pour les cinéphiles, par exemple, on peut dire que moi, je fais les bandes annonces de plein de films qui sont réalisés par plein de gens qui sont aussi, dans la plupart des cas, des amis d'ailleurs, et sur lesquels je renvoie, des Stanislas, des Tiphaine, des Jean-Dominique, des Idriss, des Clémence, des Sophie, et cetera, et cetera. Alors, en vous mettant dans ce rôle, vous n'avez pas peur d'être redondant? Ah ben, alors, je suis redondant et je le revendique, hein, vous Ah, voyez ça dans mes chroniques, d'abord parce que nos ennemis ne se privent pas de l'être, et de l'être jusqu'à la nausée, pour être bien certains qu'ils vont bien vous visser dans le crâne leur propagande, oui. et puis parce que, comme le disait Mark Twain, il est 1000 fois plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Alors moi, j'ai pas mal de potes qui, tout en reconnaissant une certaine incompétence à nos dirigeants, restent persuadés, et le seront, j'imagine, jusqu'à la fin de leur vie, que le monde occidental et le modèle occidental restent les parangons de toute la vertu et de tout l'humanisme de la Terre. Mmh. Ils sont incapables de sortir du logiciel des ennemis désignés, vous savez, en gros, les Poutine, les Le Pen, les leaders arabes désobéissants, Trump et Musk, Oui. etc., et d'imaginer ne serait-ce qu'une seule seconde que les pires raclures de la Terre pourraient être chez nous. Et puis, il faut bien être redondant pour répéter les choses aux nouveaux venus, vu que nous sommes de plus en plus nombreux à être complotistes, aussi bien sur mes comptes X et Telegram qu'avec vos auditeurs, ma chère Clémence. Mais vous voyez vraiment les choses comme ça? Oui, et plus j'apprends des choses, plus je réalise qu'en Occident, nous sommes totalement immergés dans un métavers, une espèce de dimension parallèle dans laquelle absolument rien n'est vrai. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait l'effort d'écouter BFM pendant 1 heure pour voir, parce que ça faisait assez longtemps. Bon, eh ben, tout ce que nous décryptons, nous les complotistes, preuve à l'appui, est l'exact inverse de ce que BFM raconte. Et ça donne quoi alors? Bah, si vous écoutez BFM, vous êtes plongé alors dans un monde où Poutine, après avoir envahi l'Ukraine, envisage de déferler jusqu'à Brest, dans un monde où le vaccin est toujours sûr et efficace, et ceux qui n'en veulent pas sont des gros irresponsables qui n'hésiteraient pas à tuer leurs grands-parents pour satisfaire leurs désirs égoïstes et anti-science, dans un monde où l'urgence climatique nécessite qu'on accepte le sourire aux lèvres de devenir un peuple de clochards, et surtout dans un monde totalement pur, dirigé par des gens imparfaits, certes, mais profondément bienveillants, menacés de l'intérieur par deux fous, Trump et Musk, vraisemblablement portés au pouvoir par des trolls russes sur Twitter. Attendez, c'est à ce point-là? Bah, je crois qu'en France, on est justement dans le pire occidental de la désinformation. La France, c'est devenu, si vous voulez, le Canada Dry de la Le démocratie. Canada Dry? Ouais, alors c'était une pub dans les années 80 pour une boisson qui avait la couleur et l'odeur de Mmh. l'alcool, mais ça n'en était pas. Bah, la France, ça a le goût et la couleur de la démocratie, mais ça ne l'est pas. Alors, mais nous sommes tous d'accord avec ce point. Mais on a quand même envie d'entendre les raisons qui vous font dire ça. Volontiers. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs de mes chroniques, mais je pourrais en faire une par jour pendant 10 ans en ne parlant que de ça, que même au bout de 10 ans, on n'aurait pas fait totalement le tour du problème. Alors déjà, parce que dans une démocratie, on aurait déjà demandé des comptes à Macron et sa bande sur tout ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est ce qui est timidement en train de se passer dans les pays occidentaux, mais en France, toujours désespérément rien. Par exemple, savez-vous que la dette contractée par Macron pendant son premier mandat est plus importante que celle contractée par la France pendant la Première Guerre mondiale? Et pour faire quoi? Des grands projets, des grands travaux, des Oui. percées technologiques? Mon cul, il Ah, a juste fermé totalement le pays en faisant croire aux Français qu'il les protégeait d'un virus mortel, alors qu'on sait très bien maintenant que le confinement était une idiotie sans nom, vu que seul 0,5% de la population était potentiellement en danger. Donc on ne peut pas faire plus improductif que ça. Croyez qu'il y aurait un politique qui lui aurait demandé des comptes? Penses-tu? Personne. ouais, attendez, il y a quand même plus de dettes qu'en 14-18, c'est sûr que c'est fort, hein? Oui, et puis, tiens, puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale, savez-vous que l'impôt sur le revenu a été créé en 1914 pour soutenir l'effort de guerre? Donc à l'époque, ça représentait environ 2% du salaire. Maintenant, on en est quasiment à 50%, pour ceux qui le payent, évidemment. Et plus personne ne sait à quoi ça sert, ni où le fric passe, vu que tous les services publics sont en train de mourir. Et ça passe crème. Personne ne voit rien, personne ne demande rien. Si, nous, les complotistes, et on se fait traiter de complotistes, justement. Donc, par conséquent, nous sommes entrés dans une espèce de régime qui fait furieusement penser au régime stalinien, où toutes les décisions prises et imposées unilatéralement par le gouvernement, par pur dogmatisme, ne sont jamais jugées par personne. Et le gouvernement et ses membres ne sont jamais responsables de rien.
Et comme les gens ne bougent pas, du coup, les mecs se sentent pousser des ailes et cumulent les abus d'argent public, enivrés de leur propre impunité. Un peu, vous savez, comme ces élèves qui mettent une classe sans dessus-dessous quand la prof s'absente 10 minutes pour aller dans le bureau du proviseur. C'est ça la démocratie? Oui, c'est sûr que vu comme ça interpelle. Et puis cette pensée unique matraquée jusqu'à la nausée dans les écoles, les facs, à la télé, au cinéma, dans la presse, ça aboutit à cette situation qu'on pourrait résumer par quand tout le monde pense pareil, pardon, plus personne ne pense pertinemment. Et vous êtes certain de ça? Bah oui, alors il y a vraiment une espèce de ministère de la vérité, un truc un peu transversal qui étend son emprise sur tous les secteurs de la Oui. société et qui a une explication unique pour chaque problème. Et ça marche avec une grosse partie de la population. Moi, j'ai essayé des voies alternatives à des dîners pendant et post-Covid, Covid, pardon, et ce qui était extrêmement perturbant, c'est qu'il n'y avait plus la moindre tolérance, ni même la moindre curiosité par rapport à des arguments contradictoires. Donc on tombait très vite dans les oh là là, c'est un complotiste, puis il est un peu facho, et puis il est bizarre quand même ce mec. Il vaut peut-être mieux ne plus le réinviter parce qu'il plombe l'ambiance de tous ces gens tellement rassurés de penser tous la même chose, etc., etc. Ça a pleuré, non? Ouais. Et vous pensez qu'une grosse partie de la société est vraiment complice de ça? Ben, je sais pas. Moi, je crois vraiment qu'à la base, les gens sont sincères. Vous savez, les scientifiques, les journalistes et même certains politiques, tous partent certainement avec la même ambition de bien faire leur métier. Oui. Et puis, au gré des rencontres, des pressions de toutes sortes, Mmh. des amitiés et des accidents de la vie, certains deviennent des grosses putes, d'autres des parias. Parce que la société française actuelle est une espèce de mafia implacable, mais qui commence toujours de manière insidieuse. Mais vous voulez dire quoi par là? L'autre soir, je suis allé à un apéro avec la fine fleur du Ah, complotisme. Alors, on avait des écrivains, des médecins, des juristes, des avocats, des politiques, des journalistes, des réalisateurs, etc., etc. Et j'ai notamment discuté avec 2 personnes que vous avez déjà reçues chez vous d'ailleurs, et qui m'ont expliqué que chacune à leur manière, elles ont été punies pour leur travail qui n'allait pas forcément dans le sens de l'orthodoxie gouvernementale. Alors, passage devant un conseil de l'ordre avec un petit rappel à l'ordre pour l'un, placard doré pour l'autre. Voilà, ce ne sont pas forcément des punitions violentes, ce sont des espèces d'avertissements. oui. Un message disant, voilà, nous avons tous les pouvoirs, mais on va juste montrer ce que ça fait quand on utilise 1% de notre puissance. Vous savez, c'est ce fameux pouvoir tutélaire immense et doux que Tocqueville a si génialement décrit dans De la démocratie en Oui. Amérique. Et voilà, et ce n'est plus de la démocratie, c'est du despotisme. Et c'est ça maintenant pour vous la France? Pour moi, la France cumule tout ce qui se fait de pire, c'est-à-dire un comportement totalitaire de la part du gouvernement, dissimulé derrière la pire des hypocrisies, à savoir un respect scrupuleux de la loi qu'on aura bien pris soin au préalable de triturer et de manipuler dans le sens des intérêts des puissants. Alors par exemple, vous pouvez nous donner quelques exemples là? Bah, le plus classique, c'est celui-ci, c'est on va pondre des lois limitant la liberté d'expression. Puis on va s'en servir pour criminaliser certains discours et condamner des gens. Puis on va désigner ces gens comme des délinquants vu qu'ils ont été condamnés et on en profitera pour discréditer les discours de ces gens-là. Voilà comment on éteint en douceur tout discours Et alternatif. alors ça marche ça selon vous? Bah, c'est toujours pareil, avec les gens intelligents qui savent prendre un peu de recul, non, ça marche pas. Mais avec les abrutis qui gobent tout ce que la télé raconte, c'est redoutable. Et vous ne croyez plus du tout à la justice par exemple? Bah, de moins en moins, et plus ça va, enfin, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire, je crois plus vraiment non plus aux lois. Ouh là, ça commence à aller vraiment très loin et pourquoi ça alors? Bah, parce que les lois ne sont que la photographie d'un esprit du temps et d'un esprit de lieu, rien d'autre. Oui, alors expliquez-vous un petit peu. Bon, alors, je vous passe le rappel d'une certaine époque où la loi voyait d'un œil bienveillant le fait de dénoncer son voisin pour des raisons qui n'avaient rien de criminel. Oui, Mais prenons un exemple tout con. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute et vous oui. roulez à 170 km/h à Strasbourg. Donc, selon la loi Mmh. française, vous êtes un criminel qui doit être puni sévèrement. Oui, Vous faites 500 mètres de plus et vous vous retrouvez en Allemagne. Et là, la loi allemande dit que vous êtes un mec normal. oui, Pourquoi? Quelle justification peut-on donner à ça? oui. Est-ce que le lobby automobile allemand est plus puissant que le lobby automobile français? La loi, c'est donc juste des intérêts de business, en fait? Oui, c'est vrai que ça s'interroge, c'est assez étrange comme ça, ouais. Voilà, et c'est comme ça pour plein de sujets. Prenez par exemple le harcèlement sexuel. Alors avant, c'était le fait de draguer de manière extrêmement lourde une personne avec des comportements à la limite de l'agression. Maintenant, il suffit que vous racontiez vos ébats de la nuit précédente à un pote ou à un collègue à la machine à café et qu'une personne vous entende et se considère offensée par votre discours qui ne la concerne pas. Elle peut juridiquement vous attaquer en justice pour harcèlement. Et là, vous devenez de facto un délinquant sexuel, alors que jusque-là, vous n'étiez qu'un mec un peu bourrin, fier de ses exploits sexuels,
ce qui n'est pas spécialement reluisant, je vous l'accorde, mais qui en aucun cas n'est un comportement déviant. Et le plus énervant là-dedans, c'est qu'en général, ce durcissement de la loi est souvent pensé par des gens qui, par ailleurs, essaient de pondre d'autres lois afin de dépénaliser leurs comportements à eux, qui sont 1000 fois plus dégueulasses. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je me comprends. Enfin voilà, donc c'était une chronique un peu atypique, un peu fourre-tout, mais c'est juste pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a à repenser dans ce pays, qui, au fur et à mesure des trahisons successives, ne fonctionne plus du tout et devient une espèce d'enfer kafkaïen. C'est bien vrai. Ce sera le mot de la fin? Non, le mot de la fin, ce sera: on ne peut pas rééduquer les cons et ça ne sert à rien de les combattre. Ah. Il faut se servir de leur énergie et essayer d'en tirer le maximum de profit, un peu comme dans l'aïkido. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Bon, on médite. Merci beaucoup, bon tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence.